La seule personne au monde qui a toujours dit que Ouattara était voltaïque et burkinabé au changement de nom du pays, c'est Alassane Ouattara lui-même. Je n'ai pas trouvé, quand j'ai écrit mon livre sur Ouattara, un seul acte, un seul document qui fasse que M. Ouattara puisse être ivoirien. Et à un moment donné, Gbagbo dit, vous savez, mon papa, il voulait pas que je parle BT à la maison. Oui. Il me disait, toi, il faut que tu apprennes bien le français, parce que toi, tu vas être président de la République. Comme on dit, derrière un grand homme, il y a toujours une femme. Et dans le cas de Ouattara, c'est flagrant. Si Dominique Ouattara n'existe pas, Ouattara n'existe pas. L'histoire de la PCO, c'est une légende urbaine, c'est un truc qui n'existe pas. S'il y a eu des PCO de cassés, on les connaît, Mans, Bouaké, Korogo. Par les rebelles de Guillaume Soro. Par les rebelles, Et malheureusement, vous savez que, par exemple, sur le cas de Mans, ce qu'on ne dit pas trop, c'est qu'il y a 4 soldats français qui ont fait de la prison en France parce qu'ils avaient ramassé quelques billets. Ouattara et Yassé font cette espèce de coup de force. Amara ici se lève et dit ce n'est pas la règle, et il quitte le Conseil des ministres. C'est le seul. Tous les autres sont restés assis. Et Ouattara et Yassé filent en avion à Yamoussoukro, en oubliant Bédié, qui est obligé de foncer en voiture pour venir se recueillir devant le cadavre du président. La secrétaire, après un temps mort, parce qu'il devait y avoir Mitterrand dans le coin, reprend le téléphone et dit à l'avocat, dites à M. Gbagbo, puisqu'il persiste, il fera 18%, il aura 9 députés. Ah ouais. Il a eu 18%, ils ont eu 9 députés. Excusez-moi, j'ai rigolé. En fait, Gbagbo, il n'a pas obtenu les résultats du terrain, il a obtenu les résultats que la France voulait qu'il ait. Moi, j'avais une question, parce que ce sont des mesures très phares, parce que pour moi, c'est fort, parce que rembourser la dette, ça montre que Gbagbo est exceptionnel. C'est pas rembourser la dette qui était irremboursable en l'état à l'époque, c'était rembourser des détournements faits à l'époque de Bédié, qui est parti juste un an avant avec le coup d'État de 99. Laurent Gbagbo, c'est pas un problème de génération, c'est pas un problème d'âge, c'est pas un problème de laisser la main aux autres, etc. C'est un problème que la Côte d'Ivoire a été déchirée entre 2002 et 2011, et qu'il faut recoller les morceaux, et qu'il y a une seule personne qui a le pot de colle, c'est Laurent Gbagbo. C'est ça. Et c'est ça que les gens doivent comprendre. C'est pas un problème d'âge. Il y a des gens beaucoup plus vieux que Gbagbo qui sont aujourd'hui au pouvoir dans le monde, des gens beaucoup plus jeunes. On a des présidents qui sont jeunes, des fois, dont on peut se dire, qu'est-ce qu'ils font là comme président ? Macron. C'est vous qui le dites. Newpol, la chaîne qui bouleverse vos certitudes. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur Newpol. Aujourd'hui, je reçois un invité que je dirais très intelligent, parce que justement, pour parler avec lui justement de l'actualité politique ivoirienne, de futures élections en Côte d'Ivoire, du mouvement Trop c'est trop. Avec lui, nous allons parler aussi de Laurent Gbagbo, surtout de Laurent Gbagbo, de comment il voit Laurent Gbagbo, parce qu'avec lui, et c'est là où son livre est très intéressant, parce que je le reçois dans le cadre de ce livre absolument magnifique et d'un autre livre qu'il a écrit aussi, ce livre absolument somptueux, Gbagbo, un homme, un destin. C'est la façon dont il saisit M. Laurent Gbagbo, et loin de tous les clichés que les ennemis de Laurent Gbagbo ont répandus, et loin de tous les fantasmes justement que les supporters de Laurent Gbagbo répandent, lui, avec un regard serein, il saisit Laurent Gbagbo dans un ensemble, dans un système un peu comme on voit en sciences politiques, avec David Easton, c'est de saisir le système global et les interactions entre les différents éléments du système, et donc les différents sous-systèmes du système. Et donc, il saisit Laurent Gbagbo comme un système, et il saisit la vision politique de Laurent Gbagbo comme un système. Et là où l'invité du jour est extrêmement intelligent, il comprend que ce sous-système qu'est Laurent Gbagbo et le sous-système qu'est le projet politique de Laurent Gbagbo, il y a quelque chose au milieu qu'on appelle la méthode. Et très peu de personnes qui parlent de Laurent Gbagbo ne disent pas que Laurent Gbagbo est avant tout un homme de méthode. Et la personne qui l'a saisi le mieux, c'est l'invité du jour, c'est M. Bernard Oudin, conseiller spécial de Laurent Gbagbo, qui, dans ce texte ô combien magnifique et très riche, très factuel, surtout bien construit avec la même méthode que Montesquieu emploie dans un de ses plus beaux textes, Considérations sur la grandeur d'un romain et la décadence, parce que M. Oudin, comme M. Montesquieu, sont mus par le souci, non pas seulement de savoir, mais aussi de comprendre, et ils nous donnent les clés à travers la connexion entre les différents événements ivoiriens pour pouvoir comprendre et Laurent Gbagbo
et son projet politique. Et entre Laurent Gbagbo et le projet politique, il y a cette méthode-là. Et pour moi, Ben Aoudin reste celui qui a le mieux compris Laurent Gbagbo. Et c'est pour cela que je le reçois dans le cadre de cette émission pour parler de Laurent Gbagbo, des futures élections présidentielles en Côte d'Ivoire, de ce que les Ivoiriens sont chanceux, je pourrais dire grâce au dieu à la houppette, le dieu Kairos, de pouvoir à nouveau expérimenter Laurent Gbagbo après le coup d'État de 2002 qui a empêché les Ivoiriens de faire l'expérience politique de Laurent Gbagbo. Et avec lui, on verra si on peut enfermer Laurent Gbagbo dans une case. Est-ce qu'on peut dire, parce que quand on lit Bernard Houdin, on se demande, est-ce que Laurent Gbagbo, on peut le classer dans la case des socialistes? Est-ce que ce n'est pas trop réducteur pour l'immense monsieur qu'il est? Mesdames et messieurs, je vous présente notre invité du jour, monsieur Houdin. Bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de vous recevoir. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt votre livre. C'est un livre très intelligent, bien composé, avec beaucoup de méthodes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes l'une des rares personnes à avoir bien compris Laurent Gbagbo. Et je me réjouis de vous recevoir parce que justement, vous allez nous expliquer tout ça en détail. Mais avant de parler de Laurent Gbagbo et des événements, je voudrais qu'on parle de ce qui a fait le malheur de la Côte d'Ivoire. Parce que vous avez écrit un texte intitulé « Les Ouattara, une imposture ivoirienne ». Et vous avez dit dans ce livre-là, vous avez fait des accusations graves, mais jamais vous n'avez eu de plainte. Vous dites que M. Ouattara est un imposteur. Est-ce qu'on peut revenir de là, partir de ce point-là, pour comprendre justement les événements ivoiriens? Oui, je vous remercie de votre introduction. Je ne sais pas s'il faut se rapprocher de Montesquieu. À ce moment-là, je dirais, comme l'a dit Montesquieu à l'époque, comment peut-on être ivoirien? J'essaye d'expliquer dans mes livres sur Ouattara d'une part et Gbagbo d'autre part, l'histoire de la Côte d'Ivoire, à laquelle j'ai été mêlé tout petit, puisque je suis arrivé à Abidjan, j'avais 1 an, j'ai grandi dans ce pays, avant et après les indépendances, et j'ai fini au palais présidentiel en 2007. Donc j'ai un très long cursus en Côte d'Ivoire, qu'il soit au niveau scolaire, au niveau de français de Côte d'Ivoire, parce que j'ai d'abord été français en Côte d'Ivoire avant d'avoir la double nationalité, donc ça me donne la possibilité d'ouvrir complètement le spectre au niveau de la connaissance du pays et des gens. Et c'est peut-être ça qui est ce background que peu de gens connaissent finalement, parce que quand je parle à droite et à gauche, il y a des gens qui sont souvent surpris de savoir que j'ai pu être élève à l'école de Laranne ou au lycée classique, etc. Et ça me donne une capacité de compréhension et d'analyse, et avec le fait qu'à un moment donné, j'ai croisé Laurent Gbagbo, ce que je n'aurais jamais dû avoir comme dans ma vie, vu nos origines personnelles. Et c'était un choc humain, un choc politique et un choc historique qui fait qu'aujourd'hui, on en est là, lui et moi, lui pour redevenir président au mois d'octobre, et on va se battre de toutes nos forces pour ça, et moi pour finir d'accompagner un parcours qui restera exceptionnel dans l'histoire du pays. Et ça nous amène à M. Ouattara, parce qu'on vient de parler de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens, et on a au milieu de tout ça un monsieur qui a... je vais prendre une expression de jeune, parce que j'ai 8 petits-enfants, je suis plus très jeune. Les enfants diraient, ce monsieur a spoilé le game. Il est venu complètement interférer dans l'histoire de ce pays, alors qu'il est ni de près ni de loin un Ivoirien. Et comme je le dis dans mes livres, la seule personne au monde qui a toujours dit que Ouattara était voltaïque et burkinabé au changement de nom du pays, c'est Alassane Ouattara lui-même. Je n'ai pas trouvé, quand j'ai écrit mon livre sur Ouattara, un seul acte, un seul document qui fasse que M. Ouattara puisse être ivoirien. Ça commence très tôt. Il a déjà un numéro de matricule dans l'armée voltaïque, ce qui n'est pas un bon signe pour être ivoirien. Il part aux États-Unis en 62 avec des gens que j'ai croisés beaucoup plus tard, comme Arba Diallo, le paix à son âme, l'ancien vice-président de l'Assemblée burkinabé, qui était sur le même bateau que lui, avec la même bourse voltaïque, pour aller faire ses études aux États-Unis. Il a acheté en 1984 un immeuble à Abidjan qui s'appelle Le Signal, que je connais bien puisque l'immeuble avait été construit par mon père. Il achète ça, il va chez le notaire, il sort un passeport voltaïque. Tous les actes qu'il a posés sont des actes posés dans ce sens-là. Et moi, en 1976, j'étais coopérant à la Caisse autonome d'amortissement, qui dépendait du ministère des Finances. Mon ministre était Henri Conan Bédier, mon directeur
service s'appelait Ngolo Coulibaly, qui sera plus tard un des dirigeants du RDR, mais qui restait un ami personnel. Les relations humaines ont des écarts avec la politique, c'est normal. Et j'allais à la Banque centrale, au siège local de la Banque centrale, qui était dirigé à Abidjan, pour la branche d'Abidjan, par un certain Lamine Diabaté, qui est défunt aujourd'hui, et qui était le mari d'Henriette Diabaté, qui a été aussi très proche de Ouattara après. Et il y avait des missions accomplies par des membres de la BCAO, du siège central, qui étaient non pas à Dakar, mais à Paris à l'époque, on était en 1976, et parmi les chargés de mission, il y avait un certain Ouattara, et qui, pour les gens qui étaient à Abidjan, n'avait jamais été ivoirien. Et d'ailleurs, à un moment donné, j'ai plus l'année, mais il reçoit l'Ordre national de Côte d'Ivoire, qui est l'équivalent de la Légion d'honneur en Côte d'Ivoire, et le journal Abidjan Matin, qui est Fraternité Matin, pardon, Abidjan Matin, ça c'est ma grande jeunesse, c'était juste avant. Mais Fraternité Matin, il y a une photo où on voit Ouattara, un certain Kwame, Konambani, qui reçoivent l'Ordre national, et dans la photo, elle est sous-titrée les Ivoiriens, Kouassi, Konambani, etc., et le voltaïque Alassane Ouattara. Et c'est pour ça que quand on voit le document de l'Ordre national qui prouve qu'il a reçu l'ordre, il y a un numéro d'ordre, et il y a sur le document officiel, il y a la nationalité voltaïque. Donc, comme dirait l'autre, n'en jetez plus, la cour est pleine. On ne peut pas aller au-delà de ça. Ce monsieur n'est pas ivoirien, un point, un trait. Il ne l'a jamais été. Il peut l'être aujourd'hui factuellement, puisqu'on l'a bombardé, installé, comme a dit Sarkozy. Oui. Il a dit, quand je vois comment on a enlevé Laurent Gbagbo sans problème, sans rien, et qu'on a installé Ouattara, enfin, il y a eu des problèmes quand même. Ça s'est terminé dans le sang, ça s'est terminé dans les bombes, ça s'est terminé à la CPI pour le président, avec 10 ans d'emprisonnement à différents niveaux. Donc ça s'est pas passé sans rien. Et aujourd'hui, M. Sarkozy est soumis à d'autres problèmes, mais celui-là, il fait fondamentalement partie de son passif. Oui. Voilà ce qu'on peut dire sur Ouattara. Donc je pourrais passer des heures, mais je crois que l'intérêt, c'est d'aller vers Gbagbo, vers la Côte d'Ivoire et le futur. Exactement. Et c'est pour ça que j'ai une question de transit après. La question, c'est comment un homme qui n'a jamais été ivoirien, voltaïque, qui a servi sous le coulet de la Haute-Volta, comment un monsieur comme ça en arrive à faire partie de la vie politique ivoirienne? C'est la question fondamentale. Et en lisant votre livre, j'ai lu votre livre en lisant ce livre-là aussi. J'ai croisé votre livre et ce livre-là. Et dans ce livre, je ne sais pas, vous allez confirmer ou pas, parce que je crois que vous êtes beaucoup plus informé que l'auteur de ce livre-là. Et l'auteur de ce livre-là dit que M. Ouattara est entré dans la vie politique ivoirienne par la faute, entre guillemets, ou par la grâce, c'est selon là où on se met, de sa femme, Dominique Ouattara. Comme on dit, derrière un grand homme, il y a toujours une femme. Et dans le cas de Ouattara, c'est flagrant. Si Dominique Ouattara n'existe pas, Ouattara n'existe pas. Dans la configuration actuelle. Dominique Ouattara, j'ai fait un chapitre sur elle dans le livre sur Ouattara, c'est la personne clé pour comprendre Ouattara et comprendre pourquoi Ouattara est ici. C'est le pont entre le système politique français et la Côte d'Ivoire, dans le cas de Ouattara. Dominique Ouattara est arrivé en Côte d'Ivoire très jeune, marié à un monsieur qui était très âgé. Elle a eu 2 enfants avec lui. Et son mari, qui avait travaillé comme professeur d'abord, et ensuite au ministère de l'Éducation nationale, à l'inspection générale de l'Éducation nationale, avait des amis ivoiriens comme Bamba Moussa, etc. Bamba Moussa était le neveu de Abdoulaye Fadiga, qui gouvernait la Banque centrale à l'époque. Et de fil en aiguille, je ne vais pas rentrer dans les détails, Dominique Ouattara était proche de Fadiga, et elle va le voir à Dakar. Et un jour qu'elle va à Dakar, Fadiga n'est pas dans son bureau, mais le conseiller de Fadiga est là. Il s'appelle Alassane Ouattara. Dominique Ouattara jette son dévolu sur lui. Ça ne se passe pas tout de suite, mais ça finit par arriver. Tant et si bien que, bien qu'entre-temps,
elle ait poursuivi un autre chemin dans des conditions qu'il serait long de raconter ici. Elle est très proche d'Oufouette aussi. Et un jour, Oufouette, au moment des problèmes, ce qu'on a appelé l'ajustement structurel, il est un peu poussé par la Banque mondiale, le cacao va mal, la situation de la Côte d'Ivoire n'est pas celle des années 70 que j'ai connue au ministère des Finances à l'époque. Et sous la pression internationale et des grandes banques et du système bancaire international, Houphouët-Boigny dit je vais en profiter pour faire d'une pierre deux coups. Je vais nommer un Premier ministre qui va prendre en main l'activité du gouvernement, ce qui n'existait pas en Côte d'Ivoire jusque-là, et je vais en profiter pour prendre un gars du Nord pour faire une espèce de réconciliation entre guillemets, montrer que le Nord fait partie de la Côte d'Ivoire, etc. Et c'est à ce moment-là que Dominique Ouattara, qui est très proche d'Houphouët, lui dit « Ah mais j'en connais un. En plus, il est d'origine burkinabé, il ne sera pas là pour vous embêter, et donc il sera là pour l'économie. Prends Alassane Ouattara. » Et en même temps, Bédier écrit dans ses mémoires, Les chemins de ma vie, que Ouattara devait venir que pour l'aspect économique. Il leur avait répété aux uns et aux autres, et qu'il s'en irait après cette mission. Et de toute façon, comme l'écrit Bédier, il était burkinabé, son père était burkinabé, lui-même était burkinabé, et il n'avait pas à s'immiscer dans notre héritage. Ça, c'est la parole de Bédier dans son livre. On connaît la suite. Oui. Et même le fait que Bédier ait fait grimper une marche aussi à Ouattara. C'est ça le problème de la Côte d'Ivoire, c'est qu'à la fois, on a des gens qui prennent des positions, et qui, à un moment donné, font le contraire de leur position. On peut en citer des dizaines. Oui. Mais en tout en haut, il y a déjà Bédier qui intervient au profit de Ouattara à une époque. Oui. Après l'avoir combattu. Après s'être fait, entre guillemets, dribbler en 2010 à l'élection, puisqu'il répétera toujours après qu'il était deuxième, ce qui était sans doute vrai. Mais il n'a pas finalement posé les actes qu'il fallait pour réclamer cette position. Ouais. Et on pourra expliquer pourquoi après. Donc, il y a ça. Et au milieu de tout ça, alors que je l'ai connu dans des conditions très particulières, il y a un monsieur qui fait son chemin, qui avance, qui est méthodique, comme vous l'avez dit, qui s'appelle Laurent Gbagbo, qui ne varie pas, qui a une idée, le développement de son pays, qui passe par la démocratie, qui passe par le respect des gens, qui passe par le respect de la loi. Exactement. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à là où on en est aujourd'hui. Exactement. Et effectivement, et là, justement, j'ai vraiment envie, avant qu'on parle de Laurent Gbagbo, que vous nous racontiez un peu comment vous avez rencontré Laurent Gbagbo. Pour moi, c'est la rencontre, vous racontez comment vous avez rencontré Laurent Gbagbo, comment le destin vous a unis. C'est vraiment incroyable. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur la façon dont vous avez connu Laurent Gbagbo, cette histoire que vous racontez dans votre livre? J'ai appelé mon livre Un homme, un destin, et dans le destin, il y a des éléments parfois qui sont... on voudrait les écrire dans un roman, on dirait « oh, tu exagères ». Et pourtant, comme on dit, la réalité dépasse la fiction. Oui. Et pour Laurent Gbagbo et moi, c'est un peu ça. Le premier élément, c'est... Je suis en juin 97. Je suis directeur général de la Société d'ordures ménagères d'Abidjan, qui est sous la houlette d'un monsieur qui s'appelle Ahmed Bassam, qui est un jeune tycoon du PDCI, comme on dit à l'époque, qui est un très proche d'Houphouët-Boigny, et qui m'envoie aux États-Unis pour assister à une conférence sur les matériaux hazardous matériaux, c'est-à-dire les matériaux dangereux. Ça se passe à Atlantic City, dans un immense hôtel qui est la propriété d'un certain Donald Trump. Nous sommes en 97, c'est la seule façon de connaître Trump à l'époque. Et dans l'avion qui nous emmène d'Abidjan à New York, c'était un vol Air Afrique, et l'avion se pose à Dakar parce que à l'époque, les règles de l'Agence fédérale américaine de l'aviation sont très strictes. L'aéroport d'Abidjan n'est pas certifié, vu le laxisme, pour pas dire plus, du contrôle aéroportuaire à l'époque à Abidjan. Par contre, à Dakar, qui suit les règles américaines, on peut faire un vol direct Dakar. Donc les vols d'Abidjan s'arrêtaient à Dakar pour le contrôle. Et au cours de ce contrôle,
Laurent Gbagbo, qui était dans l'avion avec moi, on était deux dans la cabine business, descend, puis se promène à pied sur le tarmac de l'aéroport de Yoff, à l'époque, c'est le vieil aéroport de Dakar. Et le policier sénégalais l'attrape et lui dit « Montez dans le car ». Et Gbagbo dit « Mais c'est à 100 mètres ». L'autre dit « Non, 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 monsieur, vous montez dans le car ». Moi qui vois ça, je monte aussi dans le car sans réfléchir. Et à ce moment-là, je vois Gbagbo qui croise mon regard en levant les yeux au ciel en disant « Pourquoi ?» Et là, il faisait connaissance avec les règles de la loi. C'est ça. Et bon, après ça, on arrive à Dakar au petit matin, après le vol de nuit. Et pendant qu'on fait la queue pour les passeports, je me souviens, il y avait un avion, ça devait être des Chinois, il y avait 200 personnes devant nous, et on avançait lentement pour arriver jusqu'au guérite pour les passeports. Et comme vous savez, aux États-Unis, c'est un peu les espèces, c'est comme la queue chez Disney, on a une espèce de croisillon qui vient et qui vient. Et à un moment donné, on se croise, lui il marche comme ça, moi dans l'autre sens, et il me dit « Mais vous êtes un Français de Côte d'Ivoire ?» Je dis « Oui ». Et il me dit « Moi je suis », je dis « Je crois vous avoir reconnu monsieur ». Donc il m'a pas donné son nom. Et puis là, il a commencé à me parler de littérature, il m'a parlé de musique. On n'a pas du tout parlé politique. Ouais. Et quand on s'est quitté, parce que lui il m'a dit « Je continue sur Washington ». Il allait voir des gens. J'ai su après que son épouse Simone avait eu des enfants avec un précédent et que une des filles vivait à Washington et c'est pour ça qu'il allait sans doute là-bas. Et dans ma tête, je me suis dit, mais c'est bien ce monsieur-là que la presse française présente comme un mangeur d'hommes, comme un empêcheur de tourner en rond, comme l'ennemi déclaré d'Oufouette, etc. Il a l'air très urbain, très cultivé, etc. Et ça m'avait marqué. Bon, le temps passe. 3 ans après, j'ai un de mes amis qui marie sa sœur. Et je n'avais pas pu aller au mariage à Yamoussoukro, mais il avait fait ce qu'on appelle une session de rattrapage pour ceux qui n'étaient pas là à Yamoussoukro. Il avait fait un grand déjeuner dans le jardin de sa maison, dans les quartiers nord d'Abidjan. Et ce jour-là, il me dit, le président du FPI, parce qu'on est en juin 2000, c'est avant l'élection d'octobre, va venir parce que c'est un de mes parents. Je lui dis, ah bon? Il me dit oui, c'est un de mes parents direct. Et il me dit, c'est lui, ce garçon-là, dont on fait qui fait la cérémonie pour le mariage de sa sœur, qui est le monsieur, coïncidence aussi, voilà, le monde est tout petit, qui le 13 septembre 88 a ramené Laurent Gbagbo à Abidjan. Donc, c'est monsieur Pierre Djedje, puis à son âme, il vient de décéder, et j'en suis très malheureux, qui va faire venir Gbagbo ce jour-là. Je suis là, et il me présente à Gbagbo, et je dis au président, je dis monsieur le président, parce qu'il est président du FPI, donc je dis monsieur le président, on s'est déjà vu dans un avion, il y a 3 ans. Et il me regarde, et il me fait, oui tout à fait, mais il y a 3 ans, vous n'aviez pas la barbe. Ah ouais. Parce qu'en 2000, j'avais une barbe pas comme celle-ci, mais un petit collier. C'est ça. Et moi je le regarde, je lui dis, mais ce monsieur, il m'a vu 3 minutes, il y a 3 ans. Et la première chose qu'il me dit, oui bien sûr, mais vous n'avez pas la barbe. Donc c'est un monsieur, il a flashé, et puis c'est resté dans sa mémoire. C'est ça, oui. Deuxième point. Et le point définitif, c'est 3 ans après. C'est 97, 2000, 2003. Et en 2003, il est président de la République. Il y a eu une nouvelle loi sur la ville d'Abidjan qui est transformée en district. Et les membres du district sont élus par la population, commune par commune, mais le président du district, le gouverneur plutôt, est désigné par le président de la République. C'est une loi qui avait été concoctée par le Pasqua de Laurent Gbagbo, qui s'appelait Bogadoudou, qui était décédé entre-temps, mais qui avait fait la loi avant son décès en 2002 dans le cadre du coup d'État. Ouais. Et donc cette loi existe, et Gbagbo nomme comme gouverneur un membre du FPI connu qui s'appelle son nom s'appelle Amonji. Amonji, ok. Pierre Amonji, ouais. Qui a un directeur technique qui est d'ailleurs la cheville ouvrière du gouvernorat du district d'Abidjan, qui s'appelle Antoine Nizako, qui d'ailleurs parmi les turbulents de la politique ivoirienne est aujourd'hui un député RDR, parce qu'il ne faut négliger aucune piste. Et donc ce Nizako, un jour, quand j'avais remonté une société d'ordures ménagères, me dit Bernard, tu vas avoir tel quartier, etc., et pas de souci,
tu connais, tu as le matériel, mais il y aura 10% pour le gouverneur et 5% pour moi. Et là, je lui dis, Antoine, je suis un garçon poli, considère-toi comme giflé, puis j'avais quitté la réunion. Et j'avais écrit une lettre au président de la République en disant, c'est des méthodes que je n'accepterai jamais. C'est ça. Et je suis un Français de Côte d'Ivoire, mais ça, je ne l'accepterai jamais. Et je le donne à la sœur de mon ami, qui avait été la mariée de l'époque, en 2000. Et je lui dis, tiens, puisque tu connais bien ton parent, remets-lui la lettre. Ou fais-lui remettre la lettre. Quelques jours après, je reçois un coup de téléphone. Ma secrétaire me dit, vous avez reçu un appel de la présidence. Et c'est la secrétaire du président qui me dit, vous avez écrit au président, il vous reçoit tel jour à telle heure. Et je me retrouve au palais, en face du président. Et comme il voit que je cherche pas trop les photographes et tout ça, il dit, j'ai compris, et on est allé se mettre dans un petit bureau qui était attenant à la grande salle de réception. Et là, on est au milieu des chaises, c'est une petite pièce qui fait 5 mètres carrés. Il y a 2 chaises, une table avec un vieux téléphone. Et il me dit, j'ai lu votre lettre avec effroi. Et vous me parlez d'un monsieur, Misako, mais je le connais. Il a été mon élève. J'étais prof d'histoire à l'Institut des ingénieurs. Et quand je vois ce monsieur, j'ai les poils qui se dressent sur la main parce que c'est un voyou. Et il demande à la secrétaire d'appeler le gouverneur. Et la secrétaire appelle le gouverneur, Gbagbo prend la communication. Bonjour, monsieur le gouverneur, oui, j'ai un problème. Tu as avec toi un monsieur qui est un bandit. Il va te créer des problèmes. Pour moi, je m'en fiche. Sauf que je t'ai nommé gouverneur. Et pour les Ivoiriens, toi, Amonji, tu es l'homme de Gbagbo. Si toi, tu crées des problèmes avec ce monsieur, ça va me retomber dessus, et là, je suis pas d'accord. Oui. Et là, il baisse le téléphone, vous savez, les vieux téléphones en bakélite. Il le met contre lui, il me regarde, il me dit, s'il l'enlève, il n'est pas dans la combine. S'il le change de poste, il est dans la combine. Il reprend le téléphone. Oui, monsieur le gouverneur. Merci, monsieur le gouverneur. Au plaisir. Il raccroche, il me regarde, il sourit à demi. Il est dans la combine. C'est ça, exactement. Okay. Ça a été le déclenchement pour moi définitif. Définitif, ouais. Un président de la République qui reçoit sur la première lettre de réclamation sur une affaire quand même qui met en jeu le gouvernorat d'Abidjan, la crédibilité du gouverneur, d'un homme proche du président. D'une partie de l'État, FPI, etc. Et de voir le président agir comme ça et dire très clairement les choses, je me suis dit, j'en ai vu beaucoup en Côte d'Ivoire, j'en ai vu beaucoup en Afrique. J'ai passé, on pourra peut-être en reparler, en 89, j'ai passé 10 mois en Gambie. Oui. Le président s'appelait Fatou Bensouda là-bas. Le ministre référent s'appelait Fatou Bensouda. Exactement. On en reparlera. Mais ces 3 événements-là, cette découverte le premier jour, le fait qu'il me revoie comme ça et qu'il se rappelle comme d'un seul coup, ça, et surtout cet acte c'est fondamental. Oui. Quand on parle de l'Afrique, on parle d'argent partout. Comme disait Fouet-Bonny, il n'y a pas de corrompus, il y a des corrupteurs. C'est ça. Commencer par les Blancs, parce que c'est les Blancs qui ont mené la corruption. Oui. Hein, et puis les autres se sont bien servis après. Et au milieu de tout ça, un monsieur contre vents et marées qui a subi, parce qu'en 2003 il est président, mais il vient de subir 2002. Il a subi 92 quand il était dans l'opposition. Il a subi plusieurs fois. Dans les années 70, quand il est professeur d'histoire et qu'il y a ce problème avec la jeune fille, qui est la fille de l'ambassadeur d'Israël, alors que lui a parlé des 2 États palestiniens et israéliens dans son cours d'histoire, l'ambassadeur d'Israël se plaint auprès de Fouette. Gbagbo se retrouve d'une façon ou d'une autre écarté. C'est ça. Donc, mais il n'a jamais varié. Et là, il arrive comme ça, un monsieur qui est pratiquement un inconnu pour lui. Oui. Et qui lui dit ça, ça a changé ma vie. Exactement. Et d'ailleurs, vous avez dit, c'est un monsieur qui est imperméable à l'argent. Et je dis qu'il est plus qu'imperméable, il est étanche. Il est étanche à l'argent. Et comment vous expliquez qu'un monsieur aussi honnête, on peut le dire, très étanche à l'argent, comment on peut en arriver à l'accuser d'avoir cassé la banque ou d'avoir pillé la BCAO alors que les vrais pilleurs sont les rebelles du nord de la Côte d'Ivoire? Cette accusation, ce procès ou cette forme de grâce, ça n'était pas, ça relève de l'injustice, on peut le dire comme ça. L'histoire de la BCAO, c'est une légende urbaine, c'est un truc qui n'existe pas. S'il y a eu des BCAO de cassés, on les connaît. Mans, Bouaké, Korogo. Par les rebelles de Guillaume Soro. Par les rebelles, et malheureusement, vous savez que, par exemple, sur le cas de Mans,
Ce qu'on ne dit pas trop, c'est qu'il y a 4 soldats français qui ont fait de la prison en France parce qu'ils avaient ramassé quelques billets. Ouais, Ça nous rapproche du film de Belmondo, Les Morphalous, c'est ça. où les gars viennent finir la banque, Ouais. qui a été pillée par ailleurs. Il y a eu même des soldats français qui ont été impliqués de façon collatérale dans ces problèmes-là. Ils n'ont Ouais. pas dit qu'ils avaient eux-mêmes pillé la banque, mais qu'ils avaient profité. Ils avaient profité du système, mais ils ont été condamnés par la justice française. Ouais. Du coup, qu'est-ce que vous pensez de la dernière sortie de Blé Goudé, qui pense que lui, enfin, qui à demi-mot accuse Laurent Gbagbo d'une sorte d'égoïsme parce qu'il aurait pu choisir un plan B. C'est comme s'il disait à Laurent Gbagbo, il faut valider le fait qu'on t'a accusé d'avoir cassé une banque, d'être un voleur, parce que le fait que Blé Goudé dise en filigrane que Laurent Gbagbo, que lui il a un plan B et que Laurent Gbagbo aurait dû, entre guillemets, en filigrane, je dis, choisir un plan B, est-ce que c'est pas une façon de dire que Laurent Gbagbo doit cautionner le fait qu'il a été voleur, entre guillemets? Mais je ne vais pas vouloir m'étendre sur un problème qui, je pense, j'imaginais, n'aurait jamais dû se poser. C'est la position actuelle de Charles Blé Goudé. Je vais en parler 30 secondes et dans le suivi de l'interview, je vais éviter d'en parler. Charles Blé Goudé s'est retrouvé en prison en 2014 à la CPI. De 2014 jusqu'à sa sortie en 2019, je l'ai visité autant de fois que j'ai pu, à chaque fois que j'allais voir le président Gbagbo. Et d'ailleurs, une fois, Charles a dit au président dans la salle de réunion, Bernard est le seul qui vient me voir en même temps qu'il vient vous voir. Peu de gens le font. Et Charles m'a toujours dit, je suis le petit du président Gbagbo. Laurent Gbagbo est mon papa. J'ai 2000 anecdotes là-dessus. Aujourd'hui, Charles Blé Goudé doit faire une introspection, penser à l'intérêt général de la Côte d'Ivoire, oublier cette histoire qu'on veut cacher derrière des générations ou derrière des faits divers et se mettre dans une position qui le rendra, pour les Ivoiriens, un monsieur capable dans le futur, puisqu'il est jeune par rapport à certains, pour assumer son histoire politique avec la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, Charles Blé Goudé n'a qu'une chose à faire en sorte que rien n'empêche Laurent Gbagbo d'être président en octobre 2025. Et j'en dirai pas plus. D'accord, merci. Et d'ailleurs, on peut revenir toujours à Laurent Gbagbo. Alors, quand vous l'avez rencontré justement alors que vous êtes parti aux États-Unis, vous avez parlé de littérature, vous avez parlé de musique, et ensuite c'était un historien, vous avez parlé de l'affaire avec la fille de l'ambassadeur d'Israël. Gbagbo a écrit un texte que j'ai lu, c'est Économie et société, on voit qu'il connaît très bien l'économie, donc on voit, quand on vous écoute, il y a un système qui s'appelle Gbagbo. Gbagbo en lui-même est un système, c'est l'une des raisons pour laquelle je suis fasciné par lui, vous aussi, pareillement. Mais on ne peut pas comprendre le système Gbagbo si on ne comprend pas son père. Et il y a un texte, il y a un passage, justement, dans votre livre, vous évoquez le père de Laurent Gbagbo, qui aurait laissé à Laurent Gbagbo une petite phrase quand il était enfant. Gbagbo vous le raconte quand vous étiez à la Cour pénale internationale. C'est cette phrase. Il ne m'a pas raconté ça à la Cour pénale. Il m'a raconté ça un soir à la résidence de Cocody. À la résidence de Cocody. Nous étions en train de dîner, nous étions 7 ou 8 autour de la table. Oui. Et à un moment donné, la conversation est venue sur les langues qu'on appelle vernaculaires. Oui. Et à un moment donné, Gbagbo dit, vous savez, mon papa, il voulait pas que je parle BT à la maison. Oui. Il me disait, toi, il faut que tu apprennes bien le français, parce que toi, tu vas être président de la République. C'est ça. Gbagbo, dans son plus jeune âge, 8 ans, 10 ans, il avait son père, qui n'était pas un monsieur d'une très très grande culture, mais qui avait une vision aussi, peut-être. Il dit à son fils, toi, il voyait qu'il était brillant à l'école, etc. Et voilà, et Gbagbo a été brillant ensuite à l'école, puisqu'il était au petit séminaire de Gagnoa, et il a été admis au lycée classique d'Abidjan. Et le lycée classique d'Abidjan, où j'étais moi, à la même époque, un peu plus jeune que lui, c'était le lycée où il y avait beaucoup de petits Français et d'Européens de Côte d'Ivoire, mais des Africains, mais pas très nombreux, et beaucoup qui venaient de la sous-région. Et des Ivoiriens qui venaient de l'intérieur du pays au lycée classique et qui étaient internes ou qui allaient habiter chez un parent, etc., il n'y en avait pas énormément. Donc c'était la crème des élèves de l'intérieur du pays qui venaient. Et Gbagbo a fait toutes ses classes là-bas. Il
et ensuite il a fait des études à la fac. Il est monté en France, il a eu une bourse pour aller... Il a commencé par la fac de Lyon, Ouais. pour faire des lettres, parce qu'il était latin-grec. De nos confidences, on s'est aperçu qu'on avait le même professeur de grec au lycée, qui s'appelait Monsieur Lefebvre, qui a dû disparaître, paix à son âme. Et il commence par la fac de Lyon, et là il se dit, en lettres, c'est pas ça, c'est pas pour la politique. Et il a changé de lettres à histoire, parce que pour faire de la politique, il faut savoir de quoi on parle, et il faut connaître l'histoire, parce que ceux qui connaissent pas l'histoire et qui font de la politique, quand aujourd'hui on voit dans des domaines totalement différents, mais je prendrai qu'un seul exemple, c'est l'Ukraine. Si on ne connaît pas l'histoire, on ne peut rien comprendre à l'Ukraine. Absolument. Donc, et pour revenir à Gbagbo, donc il a fini docteur en histoire à la Sorbonne. C'est ça, exactement. Et tous les actes que pose Gbagbo, c'est parce qu'il a une idée. Et je pense que le premier livre de Gbagbo public, puisque ses premiers écrits, c'est Soundiata Keita, mais il le fait en prison, il ne peut pas l'éditer à ce moment-là, c'est les réflexions sur la conférence de Brazzaville. C'est un petit texte de 30 pages, mais tout est déjà dedans. Absolument, absolument. Et c'est très intéressant parce que, justement, et ça, et parce que quand je lisais votre livre, et je le répète, je le montre aux téléspectateurs, ce livre, c'est un chef-d'œuvre politique. Il faut le lire. Pourquoi? Parce que quand vous parliez du père de Laurent Gbagbo, de cette phrase que vous balanciez, je suis allé dans ma bibliothèque, j'ai cherché un livre parce que votre texte m'a évoqué un livre. C'est pour ça que j'ai dit que votre livre est très intelligent. Et quand je suis allé pour chercher, je me suis aperçu d'un écrivain américain qui s'appelle Graham Greene, qui a écrit La puissance et la gloire. Et dans La puissance et la gloire, il dit, il arrive toujours dans notre enfance un moment où la porte s'ouvre et laisse entrer l'avenir. Dans les paroles du père de Laurent Gbagbo, Koudou Paul, effectivement, a ouvert justement, je pourrais dire, les entrailles du petit Laurent. Et puis l'homme Gbagbo est entré, en fait, l'avenir est entré dans Laurent Gbagbo, et finalement, Gbagbo n'a pas dérogé ou s'est dérobé à cet avenir-là, et il a porté, c'est justement ce que votre livre montre admirablement. Et là, ça me permet de faire la transition justement sur le fait que c'est un monsieur, à partir du moment où tout enfant déjà, par la grâce de son père, il va porter son fardeau, entre guillemets, au sens chrétien du terme, il va rester attaché à ce fardeau, à ce truc-là, ce qui va faire que c'est un monsieur qui sera loyal et légaliste. Et vous racontez une histoire extraordinaire. On va commencer par, on va vous donner 3 faits qui montrent en quoi M. Laurent Gbagbo est un homme exceptionnel. C'est pendant 93, à la mort du feu de Boigny, c'est le premier fait. Vous racontez qu'en fait, c'est Gbagbo qui était l'une des rares personnes à s'élever pour dire qu'il faut appliquer l'article 11, alors que Francis Vaudier lui-même, qui était professeur de droit constitutionnel, est en train de tergiverser. Est-ce qu'on peut revenir citer cet événement-là? Face à l'impunité, la justice. Pour les Ivoiriens, pour les Français et pour tous ceux et celles qui ont vécu en Côte d'Ivoire de 2000 à 2011 et ont été victimes du complot contre Gbagbo et les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire a été marquée par des violences qui ont laissé des blessures profondes. Des crimes graves restent impunis. L'impunité nourrit la violence. Pour construire un avenir de paix et de réconciliation en Côte d'Ivoire, la justice doit être rendue. Face à l'échec de la Cour pénale internationale, CPI, qui n'a pas pris en compte les acteurs étrangers qui ont participé du malheur des Ivoiriens, des Français et autres, nous demandons la création d'un tribunal pénal international. Ce TPI vise à apporter une véritable réponse juridique à tous les crimes commis en Côte d'Ivoire entre 2000 et 2011, peu importe la nationalité de leurs auteurs. Pour la justice, la vérité, les réparations et pour une réconciliation vraie des Ivoiriens, signons la pétition, elle est totalement gratuite. Votre signature est une voie pour la justice. La mort d'Houphouët, le 7 décembre, le jour même, il y a un conseil des ministres, dirigé par le Premier ministre, Alassane Ouattara. Et là, la scène m'est racontée par Feu Mara Essi, qui était ministre des Affaires étrangères à l'époque. Et Alassane dit, on a créé un conseil des sages avec Philippe Yassé, et on va faire en sorte qu'il y ait une continuité gouvernementale, et donc on va faire une transition organisée autour de Yassé et de Ouattara, c'est-à-dire c'est un coup d'État constitutionnel, puisque quand Houphouët-Boigny nomme Ouattara à la présidence du comité interministériel qui deviendra la primature ensuite, c'est en même temps de faire de Bédier, le président de l'Assemblée nationale, dauphin constitutionnel en cas de vacance du pouvoir dans le cadre du mandat du président en exercice. Donc on est tout à fait dans ce cas de figure, donc automatiquement, ça doit être Bédier et
Ouattara et Yassé font cette espèce de coup de force. Amara ici se lève et dit ce n'est pas la règle, et il quitte le Conseil des ministres. C'est le seul. Tous les autres sont restés assis. Et Ouattara et Yassé filent en avion à Yamoussoukro, en oubliant Bédié, qui est obligé de foncer en voiture pour venir se recueillir devant le cadavre du président. Et ensuite, Ouattara, bien entendu, l'ambassade de France et d'autres, vont finalement faire en sorte que l'ordre constitutionnel règne. Mais il faut savoir aussi qu'à l'époque, le montage de ce Conseil des sages avait été plus ou moins facilité par le Premier ministre français et son ministre des Affaires étrangères. On est en 93, c'est la deuxième cohabitation entre Mitterrand et la droite gaulliste, entre guillemets, de l'époque. Et le Premier ministre s'appelle Balladur, et le ministre des Affaires étrangères s'appelle Alain Juppé. C'est ça. Le même qu'on retrouve en avril 2011. C'est ça. Sous Sarkozy. Donc, il y a une continuité historique entre Ouattara, la France et les dirigeants politiques français en poste à l'époque. À l'époque, oui. À tout le monde. Et c'est des gens qui ne varient pas non plus. C'est ça. Donc là, c'est aussi il faut avoir la connaissance de tous ces éléments pour retrouver une espèce de fil conducteur qui existe vraiment. Ce n'est pas les hasards de la vie. Non, c'est ça. Il y a rien n'est laissé au hasard. Sur le sens de Côte d'Ivoire, il n'y avait rien qui était laissé au hasard. Ouais, c'est ça. Et c'est d'ailleurs ça, je vais pouvoir même relever un autre détail, c'est que dans le livre de M. Bernard Oudin, il y a un peu d'anthropologie, parce que, vous savez, en anthropologie, la lecture est une construction de sens. Donc, si ces événements disparates, ils les rassemblent, finalement, ça donne du sens, et puis les événements, ils vont rien s'illuminer. Il y a un autre événement aussi que vous racontez. En 93, Laurent Gbagbo va demander qu'on applique l'article 11. Oui, ça c'est la première partie, c'était le Conseil des ministres avec ce que Ouattara a voulu faire. Et il y a aussi, au milieu de toute cette cacophonie, Francis Vaudier, qui vers la fin de sa vie va quand même rester du côté du droit, parce que pour l'élection de 2015, il va dire à Ouattara, j'ai raté ma vie politique, mais je ne vais pas rater ma vie juridique. C'est ça. Donc il refuse d'appliquer. Il est éjecté du Conseil constitutionnel, enfin il démissionne. C'est Gbagbo qui est opposant à l'époque, mais qui est dit dans Fraternité Matin, dans une interview qui est 2 jours après, le 9, je crois, le 9 décembre, où il dit « L'heure n'est pas à savoir qui doit prendre ou pas prendre, il y a une règle. C'est d'abord, le président de la République est décédé, c'est le président de tous les Ivoiriens, donc il y a un moment de recueillement général, quelle que soit notre position politique dans le pays. La première chose, c'est le recueillement et le respect dû au président défunt. Ensuite, on reviendra le temps politique, mais là aussi, les choses sont réglées, puisqu'il y a une constitution, il y a un article 11 qui ne peut pas ne pas s'appliquer, parce que c'est la constitution. Exactement. Et il ne cherche pas à savoir si c'est X ou Y, il dit, il y a une constitution, on l'applique, un point, un trait. Ouais, c'est ça. Et c'est toute l'histoire de Gbagbo derrière, qui est dans ses paroles. Exactement. Et ensuite, je vais donner un autre détail aussi, je voudrais que vous nous expliquiez ça. 1990, donc après le discours de la Baule, on assiste justement à ce qu'on peut appeler le multipartisme en Côte d'Ivoire. Il y a des élections en Côte d'Ivoire. Gbagbo va subir des pressions, vous racontez ça de façon extraordinaire. Et là, je me suis aperçu que Gbagbo a obtenu, pendant les élections en 90 face à Houphouët-Boigny, 18%. Mais ces 18%, c'était pas réellement, c'était quelque chose, c'était des résultats qu'on lui a donnés de fait, en fait. Si je comprends très bien. Puisque, c'est à l'époque un avocat qui est proche de Gbagbo, qui est dans son entourage pour l'élection, et ils reçoivent un coup de fil. C'est Paulette de Crâne, qui est une assistante plus qu'une secrétaire de Mitterrand, dont le mari était un grand journaliste au journal Le Monde et qui finira ambassadeur en Tunisie. Et Paulette de Crâne dit il ne faut pas que M. Gbagbo se présente contre Houphouët-Boigny. Et toute la Côte d'Ivoire politique avait dit à Gbagbo, laisse le vieux faire un dernier tour, et après ça sera à nous de nous présenter, mais il ne faut pas se mettre en face. Gbagbo il dit, je ne suis pas contre Houphouët, je suis pour mes idées. Et aujourd'hui, je me présente, c'est comme une marque de passage. Je me serais présenté contre Houphouët-Boigny, j'aurais dit ce que j'avais à dire, je prends date pour le futur. Et un jour, il me dira, mais 18%, c'était mon chèque, je n'avais pas d'argent, moi,
mes 18%, c'était mon chèque. C'est ce qui me portait vers le futur. Et dans cette conversation téléphonique, Babo fait dire à l'avocat, il est hors de question que je me retire. Et à ce moment-là, la secrétaire, après un temps mort, parce qu'il devait y avoir Mitterrand dans le coin, reprend le téléphone et dit à l'avocat, dites à monsieur Gbagbo, puisqu'il persiste, il fera 18%, il aura 9 députés. Ah ouais. Il a eu 18%, ils ont eu 9 députés. Excusez-moi, j'ai rigolé. En fait, Babo, il n'a pas obtenu les résultats du terrain, il a obtenu les résultats que la France voulait qu'il ait. Ils ont dû trouver que 18%, c'était pas déshonorant pour le gars qui se présentait, et ça restait une belle marque pour Houphouët-Boigny. Ouais. D'ailleurs, 82-18, c'est la différence entre Chirac et Le Pen En 2002. En 2002. Événement incroyable. Mais là, je pense que c'était plus dans les urnes. C'est ça, il y a plus d'allusions. Alors, on va terminer avec un dernier point, parce que moi, j'insiste là-dessus parce que je voulais saisir Laurent Gbagbo en tant que système, comme vous l'avez saisi dans votre livre, c'est ça qui est original. C'était notre point. On va se transporter en 1995. Il y a eu le boycott actif, et Ben Soumahoro vous a fait une confidence. Je le lis dans votre livre. Est-ce que vous pouvez revenir sur la confidence que Ben Soumahoro vous a fait, puisque Francis Vaudier, ayant trahi l'opposition et décide de se présenter contre Bédier, forcément, au FPI, il y avait quelque chose qui se tramait et Gbagbo n'était pas au courant. C'était le FPI et le RDR, parce que Ben Soumahoro, à l'époque, était RDR. Et Ben m'avait raconté ça pendant son exil ghanéen, quand j'écrivais le livre sur Ouattara. Et il me dit, vers la fin de l'élection, dans les derniers jours, il y avait dans les textes, il était dit que si un des candidats a été empêché à quelques jours du scrutin, le scrutin était suspendu. Pour d'abord retrouver le candidat et puis éventuellement prendre des dispositions nécessaires. Et là, il y a un gars du FPI, de mémoire, qui devait s'appeler Kokora, qui dit, pas Pascal Kokora, un autre, et qui dit, mais on va enlever Vaudier pendant sa tournée électorale, quand il va se promener entre Sassandra et Soubray par une route de brousse, on l'attrape, on l'enferme 8 jours dans un campement, personne ne saura où il est, et comme ça, l'élection est suspendue. Et Ben Soumahoro me dit, on s'en est ouvert à Gbagbo, qui a dit, vous êtes malade. C'est une histoire je sais pas, de pied nickelé, ou de je ne sais quoi. Mais ça a failli avoir lieu. Ça a failli avoir lieu. Et il a fallu donc... Parce qu'ils avaient tout préparé. Ils avaient dit, on fait comme si on était son équipe électorale, on met des t-shirts Vaudier et tout ça, on l'accompagne, on l'entoure avec 2 voitures, et puis à un moment donné, on arrête les voitures, on prend le gars, puis on l'emmène. Et comme ça, l'élection était suspendue. Et comme ça, l'élection était suspendue. Enfin, c'était des histoires de... Des films, quoi, en fait. C'est de très mauvais films de série. Là, c'est pas un plan B, c'est un film série C. Exactement, ouais. C'est hallucinant, mais ça a failli avoir lieu. Ça a failli avoir lieu. Et là, du coup, c'est la transition pour moi, pour venir maintenant en 2000. Gbagbo est élu. Et là, on va venir aux vraies questions maintenant. Et la raison pour laquelle vous souhaitez que Laurent Gbagbo soit réélu pour 2025. Donc, 2000, Laurent Gbagbo est élu. Il va prendre des mesures. Il va rembourser la dette de 6 500 milliards qu'il devait à l'Union européenne ou aux institutions ou aux marchés financiers, qu'importe. Et ensuite, avec ce ministre de l'économie et des finances, Boun Boaray, ils vont mettre en place ce qu'on appelle le budget sécurisé. Moi, j'avais une question, parce que ce sont des mesures très phares, parce que pour moi, c'est fort, parce que rembourser la dette, ça montre que Gbagbo est exceptionnel. C'est pas rembourser la dette qui était irremboursable en l'état à l'époque, c'était rembourser des détournements faits à l'époque de Bédier, qui est parti juste un an avant avec le coup d'État de 99, et il y avait eu un très gros problème parce qu'il y avait un financement de l'Union européenne, je crois que c'était plusieurs milliards CFA, milliards, je crois, qui avait été détourné alors que c'était une aide pour les hôpitaux, etc. Et cette aide avait disparu pas pour tout le monde, mais avait disparu des écrans radars. Et Gbagbo a fait rembourser cette dette pour que la Côte d'Ivoire redevienne éligible auprès de l'Union européenne, qui avait tout coupé en disant tant que vous ne faites pas le jour là-dessus. Donc, un des premiers actes de Gbagbo, c'est de dire il y a des gens qui ont commis c'était délictueux, on répare, on est de bonne volonté, on a une grosse dette, on va s'atteler, et pour pas creuser cette dette, justement, on va faire le budget sécurisé. C'est-à-dire, un budget sécurisé, c'est le bon père de famille. La Côte d'Ivoire elle a récupéré 100, elle ne va pas dépenser 200.
Elle dit on récupère 100, on paye nos fonctionnaires, on paye les frais généraux de l'État, on paye tout ce qui doit être payé au jour le jour pour faire fonctionner le pays. Et si on a besoin d'investissement, etc., là, on se tournera vers l'Union européenne, vers la Banque mondiale, vers la Banque islamique de développement, je ne sais quoi. Gbagbo est allé prendre de l'argent, même à la Banque islamique, puisque c'est eux qui finançaient l'autoroute du Nord sous Gbagbo. Donc, ces premiers actes posés par Gbagbo ont été immédiatement des actes pour dire on fait une rupture avec la méthodologie précédente. Alors, je ne sais pas s'il y a une méthode Gbagbo, mais là, au moins, il mettait en place, il disait je vais faire, il fait. C'est ça. Et il nomme un gouvernement qui n'est pas un gouvernement de copains et de coquins. Il y a bien sûr des gens qui, au FPI, ont fait la traversée du désert avec lui, des gens comme Abdourahmane Sangaré, Oui. Bougadoudou. des gens comme Bougadoudou, qui étaient vraiment les grands lieutenants du président. Mais par exemple, il met tout de suite, dès le mois d'octobre, il met comme ministre des infrastructures économiques, Ouais. Patrick Hachi. porte-parole du gouvernement en plus, Ouais. un monsieur qui s'appelle Patrick Hachi, Exactement. qui est PDCI pur jus, Et qui aujourd'hui est avec M. et qui aujourd'hui est allé se satelliser dans toutes les galaxies possibles, mais qui à l'époque se retrouve à une position clé du gouvernement, parce que le ministre des Infrastructures, c'est le port d'Abidjan, c'est toutes les grandes capacités financières du pays qui passent entre les mains de ce ministère. Exactement. Et j'ai une anecdote sur Patrick Hachi, c'est vers la fin décembre 2000, au tout début du gouvernement. Je devais rentrer en France pour les fêtes de Noël, et je passe par son bureau un samedi après-midi sur la route de l'aéroport. Et on discute, il est avec son directeur de cabinet, et à un moment donné, je lui dis, il y a eu les événements des législatives où Ouattara et le RDR, quand Ouattara a été empêché, il a empêché les gens du RDR de se présenter, ils avaient fait un numéro du journal Le Patriote où la Côte d'Ivoire a été coupée en deux, etc. Il y avait eu quelques moments chauds, et je leur dis, moi je suis un Français de Côte d'Ivoire, chef d'entreprise, je ne suis pas dans les petits papiers du président, et je lui dis, mais ce qui serait bien, par exemple, c'est de faire une sorte de plan Marshall pour le nord du pays, pour montrer à tous les Ivoiriens qui sont tous dans le même territoire, qu'ils soient à Sassandra ou à Korogo. Et là, je pense, c'est pas Hachi, mais peut-être son directeur de cabinet, qui lui était un gars du Nord, qui me dit, mais Bernard, tu sais, c'est simple, il y a plus de Dioula à Abobo que dans tout le nord de la Côte d'Ivoire. Ah ouais. Donc, on n'a qu'à arroser Abobo, et ça ira bien comme ça. Ok. Voilà les règles. Et Hachi était juste en face, il n'a rien dit. Mm. Et moi, j'étais sidéré. Mm. J'ai rien dit non plus, parce que c'était pas là pour faire la politique du gouvernement. C'est ça. Mais quand j'ai eu cette réflexion, je me suis dit, voilà le genre de réflexion de gens qui ne sont pas issus directement de chez Gbagbo, puisque c'est un ministère, entre guillemets, un monsieur qui vient du PDCI, qui n'a pas la culture politique historique de Gbagbo, C'est ça. mais qui est déjà dans des petits arrangements politicards. C'était hallucinant. Oui. Et quand on voit effectivement la position de Hachi aujourd'hui, plus rien ne me surprend. Et puis du coup, ça me ramène à une autre question aussi, parce que c'est la question que je vais poser. C'est une question que j'aurais bien voulu poser au professeur Dano Didier, mais je vais vous la poser tout de même. Et parce que j'ai eu connaissance grâce au ministre Dida Kwasi, bon, je ne suis pas envie de parler pour l'instant de livre parce que je n'ai pas encore fini de lire son livre. J'ai vu ce qu'on appelle la loi de programmation militaire de Laurent Gbagbo. J'ai essayé de comprendre la philosophie qui sous-tend la loi de programmation militaire. J'ai vu aussi la décentralisation. J'ai même lu les 10 engagements du PPACI qui étaient rédigés, qui étaient soumis à la presse. J'ai vu un peu comment la décentralisation même va aller s'appliquer jusqu'à la justice, parce que j'essaie de prendre de façon systémique, puisque je sais que Gbagbo lui-même est un sous-système avec sa méthode et avec son projet. Donc j'essaie de saisir tout ça de façon globale, en application à ce que j'ai appris à Sciences Po avec le politologue David Easton. Donc moi, la question que j'ai envie de vous poser, et qui me permettra d'ailleurs de faire ma conférence du 19, c'est si Gbagbo, s'il n'y avait pas eu le coup d'État de 2002, s'il n'y avait pas eu la rébellion de Guillaume Soro, que serait devenue aujourd'hui la Côte d'Ivoire? Non, moi, c'est une question pour le professeur Dano Didier, mais je voudrais avoir votre point de vue là-dessus. S'il n'y avait pas eu cette rébellion-là, avec Gbagbo, mais c'est sur le plan de la démocratie, que serait devenue la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Déjà, vous dites le coup d'État de 2002 de Guillaume Soro.
le coup d'État de 2002 est totalement organisé sous la couverture de Ouattara et de la France. Guillaume Soro a eu, entre guillemets, le flair, dans le cadre des rebelles, de monter dans le système alors qu'il n'était pas À la base de système. D'ailleurs, la première réunion entre les Français et les rebelles à Bouaké, je le tiens de l'ambassadeur de France, les Français n'avaient pas Soro sur la liste et l'empêchaient de rentrer dans la salle. Ok. Ça, c'est un premier point. Soro, qui était à Abidjan au moment du coup d'État, a réussi à s'enfuir d'Abidjan et à faire le chemin qu'on lui connaît. Et je pense qu'aujourd'hui, il fait un autre chemin pour revenir dans la légalité et dans une forme de retour vers le futur, une forme pour lui de rédemption, Exactement. si je puis dire. Et là où je dirais que c'était le coup d'État. Et à ce propos, j'avais eu, j'en ai parlé, un contact avec Denis Tillinac, qui était un homme proche de Chirac en 2002, qui avait fait la campagne électorale de Chirac de 2002, qui s'était occupé beaucoup d'Afrique, et dont Chirac lui avait proposé d'être le monsieur Afrique à l'Élysée, et il avait refusé. Et par un ami d'Abidjan, j'ai eu contact avec Tillinac dès le mois de fin octobre 2002, c'est-à-dire un mois après le coup. Et il me reçoit à Paris, il dirigeait une maison d'édition qui s'appelait qui était derrière l'Odéon. Et je lui dis, pourquoi la France a fait ça? Je ne lui ai pas demandé si elle l'avait fait. Je lui demande, pourquoi la France a fait ça? Et il me répond, ah, vous savez, Chirac a gagné les élections au mois d'avril, on a vu 400 députés au mois de juin, tout le monde défile à l'Élysée, on a viré Jospin à la présidentielle, virons ses copains socialistes en Afrique. Ah. Textuellement. Textuellement, oui. Et là, je l'ai regardé, je dis, vous êtes malade. Si vous mettez ça là-dessus, vous êtes en train de vous embarquer dans une très mauvaise affaire. Et j'étais pas du tout avec Gbagbo à l'époque. J'étais juste un observateur français en Côte d'Ivoire. C'est ça. Et de fil en aiguille, il me dit, on pourrait essayer de sortir de cette crise. Par exemple, qu'est-ce que vous pensez de Konan Banny? Je lui dis, mais qu'est-ce que vous voulez faire avec Konan Banny? Charles Konan Banny, c'est pas un monsieur qui va faire un autre coup d'État. Et puis en plus, Konan Banny, il est baoulé. Bédier a été enlevé il y a 3 ans. La France n'a pas bougé le petit doigt, et la France bougerait aujourd'hui pour mettre un autre baoulé que Bédier, qui se considère volé en 99. Oui. Vous allez créer une guerre inter-ethnique. C'est ça. Mais pas intra-ethnique. Ouais, c'est ça. Alors il me dit, à ce moment-là, on pourra faire une transition militaire. Et Alors, je lui dis, mais le coup d'État de 99, l'armée ivoirienne, c'était pas une énorme armée. Si Chirac et Jospin s'étaient entendus, le soir même, la rébellion le coup d'État était terminé. C'est ça. Le Bima n'a pas bougé, la chose a continué, et il y a eu l'élection de 2000. Et vous allez revenir, vous avez réclamé à Gay une élection, et vous allez revenir à faire une transition militaire. Mais il y a un truc qui ne va pas. Et je dis en plus, sachant ce qui s'est passé depuis 99 et toute l'année 2000, l'armée ivoirienne, elle est en lambeaux. Il n'y a pas de structure, l'armée ivoirienne. C'est pour ça que Gbagbo voulait faire une nouvelle loi de programmation militaire pour recréer une armée. Et je lui dis, quel général vous allez mettre? Et là, j'ai pas eu le temps de finir ma phrase. Il me dit, le général Doué. Mathias Doué. Mathias Doué, qui avait été ministre de Gay, puisqu'il faisait partie finalement du Conseil de salut public. Et je lui dis, mais Doué, il a peur d'une mouche. Et vous allez comme ça. Donc ça veut dire qu'ils avaient dans le tiroir, ils avaient des multiportes, et comme ça, on prend un, on prend l'autre, etc. C'était un jeu de go. Et plus tard, ça m'est revenu parce que quand j'écrivais le dernier livre sur Gbagbo, je suis tombé sur un article d'un journaliste du Figaro qui était à une soirée de l'IFRI où il y avait Benoît Pugat, chef d'état-major de Sarkozy à l'époque, et Jean-David Lévite, qui était le monsieur diplomatie de Sarkozy. Et les deux, devant le journaliste, racontent avec Sarko, c'était formidable, par exemple sur la Côte d'Ivoire, on imaginait tous les scénarios qu'on voulait, il nous foutait la paix, et on imaginait tout ce qu'on voulait, puis après on venait lui présenter, c'est-à-dire qu'il faisait des blitzkrieg sur la Côte d'Ivoire, sur X, sur Y, on fait comme ci, on fait comme ça. Et voilà, et ça a fini par 2011. C'est ça. Et là, on est en 2014 quand ils parlent. Mais donc, eux, ils avaient joué à la guerre avec un pays, avec une population, avec une histoire.
etc. Et puis, et il disait ça tranquillement devant un journaliste d'un grand journal parisien. Ouais. Et c'est pas moi qui le dis, le journaliste l'a répété dans son journal. J'ai fait que reprendre les termes. Je n'ai rien inventé. Et tout ce que j'écris dans mes livres, soit j'étais là, soit j'ai eu les personnes qui étaient là, soit j'ai lu des documents que toute la Terre entière peut lire. C'est ça. Et donc, si le coup d'État n'avait pas eu lieu, la deuxième partie de la question. Enfin, on va faire de la projection. Ouais. La projection. Comment Babo aurait transformé la Côte d'Ivoire? Pour faire d'une chose longue une chose courte, comme disaient les Américains, je vous donne rendez-vous en novembre 2025, parce qu'en novembre 2025, c'est l'occasion de répondre à cette question. Ouais. Parce que si on répond de 2002 à aujourd'hui, on va faire de la science-fiction. C'est ça. Et la science-fiction, c'est jamais nécessairement la réalité. Tandis que quand on sera en novembre 2025, on aura le monsieur à sa place, il n'aurait jamais dû perdre dans les conditions, et il a perdu. Et on aura une situation plus difficile, parce que la dette, par exemple, est beaucoup plus grave aujourd'hui qu'en 2002, etc. On pourra en reparler. Mais c'est pour ça que je dis moi-même que Laurent Gbagbo, c'est pas un problème de génération, c'est pas un problème d'âge, c'est pas un problème de laisser la main aux autres, etc. C'est un problème que la Côte d'Ivoire a été déchirée entre 2002 et 2011, et qu'il faut recoller les morceaux, et qu'il y a une seule personne qui a le pot de colle, c'est Laurent Gbagbo. C'est ça. Et c'est ça que les gens doivent comprendre. C'est pas un problème d'âge. Il y a des gens beaucoup plus vieux que Gbagbo qui sont aujourd'hui au pouvoir dans le monde, des gens beaucoup plus jeunes. On a des présidents qui sont jeunes, des fois, et dont on peut se dire, qu'est-ce qu'ils font là comme président? Macron, par exemple. C'est vous qui le dites. Pour le président Gbagbo, et il a gardé toujours, par exemple, parler de la loi de programmation militaire. En 2010, dans la campagne électorale de 2010, après tout ce qui s'est passé entre 2002, Bouaké en 2004, les événements de l'Hôtel Ivoire, d'autres événements par la suite, ce qui se passe en 2010, dans le livre programme de Gbagbo, il y a le chapitre sur la défense. C'est ça. Et dans ce chapitre sur la défense, il parle justement de remettre en ordre ça, et avec l'aide de nos amis. Et dans la phrase, nos amis, virgule, y compris la France. C'est-à-dire que Laurent Gbagbo, candidat à la présidentielle de 2010, n'exclut pas d'avoir l'aide de la France et de demander les conseils de la France pour la réorganisation du système militaire ivoirien. Voilà. Et on est en 2010. Et après, on va dire qu'il veut jeter les Français à la mer. Ouais. Et quand j'étais au palais jusqu'en 2010, je voyais des soldats français qui avaient des écussons sur l'épaulettes. Il y avait marqué coopération franco-ivoirienne, qui n'était pas au BIMA, mais qui faisait partie de délégations militaires qui étaient dans le cadre extérieur au BIMA ou à la Force Licorne et qui étaient des contacts avec la France, parce que Laurent Gbagbo savait très bien qu'il faut discuter avec tout le monde. Et la France, il y a une histoire avec la Côte d'Ivoire. Toute cette histoire n'est pas arrivée comme un cheveu sur la soupe. Bien sûr, bien sûr. Et les Français, comme disait Gbagbo, on parle français. Mon cerveau réfléchit en français avant d'agir. Il a écrit ça, oui. Et moi, j'ai écrit un article fin 2018, c'était Gbagbo allait être libéré, moi j'étais persuadé de l'acquittement, dans lequel je dis Laurent Gbagbo est la dernière chance de la France. J'ai pas dit la dernière chance, j'ai dit la boîte de sauvetage. Parce que Gbagbo n'est pas pour se mettre dans les pas de la France-Afrique, loin de là. Et il est là pour avoir une relation d'égalité à égalité, comme dit win-win entre la France et la Côte d'Ivoire, comme avec la Côte d'Ivoire avec les États-Unis ou avec la Russie ou avec la Chine. Pas question d'avoir un plus beau que l'autre, mais d'avoir des relations normales. Et depuis que Gbagbo a été enlevé en 2011, il y a eu les événements, la CPI et tout ça, qu'est-ce qui s'est passé au Mali? Qu'est-ce qui s'est passé au Burkina? Qu'est-ce qui s'est passé au Niger? Qu'est-ce qui est en train de couver au Togo? Qu'est-ce qui a permis au Sénégal d'échapper à tout ça? C'est la reconnaissance par la France d'une réalité locale. Absolument. Bon, au Gabon, les Français ont joué un peu plus finement. Ils ont récupéré le terre pour le mettre à la place de Bongo, alors qu'il vient du système, totalement. Oui. Et qu'aujourd'hui,
La France n'est pas malheureuse de la situation gabonaise. Absolument. Hein. Mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps, parce que les Gabonais ont cru que ça allait changer. Et aujourd'hui, il faut voir ça dans l'axe. Et comme il s'est passé au Bénin, si Talon est président du Bénin, c'est parce que la France a voulu présenter un candidat. Parce que Zinsou, dès qu'il a été candidat, j'ai dit à mes amis, c'est le gouverneur français. Les Béninois vont voter pour n'importe qui contre le gouverneur français. C'est ça. Et Talon a eu sa chance dans cette affaire. Dans cette affaire, oui. C'est pas Talon par lui-même qui est devenu président. C'est pour empêcher Zinsou. Ouais. C'est ce qu'on pourrait appeler un vote par défaut. C'est un par défaut, et puis Talon aujourd'hui se débrouille comme il peut. Ouais. C'est son problème. Ouais. Et moi, parce qu'il y a une question, et je pense que c'est vous qui pouvez donner la réponse. Et quand j'ai lu votre livre, tout à l'heure vous parliez par exemple des soldats français qui n'étaient pas à la Bima, mais dans le sud de Cuyon, il y avait une coopération franco-ivoirienne. Et ça m'a fait penser, et je pense que là, vous le savez, Babo, il connaît très bien Rome. Je pense qu'il a une conception de la République qui découle de Jules César, parce que je connais très bien Jules César, donc quand je regarde la loi de programmation militaire, ça me fait penser à Jules César. C'est la différence d'ailleurs entre la Rome impériale d'autrefois et Carthage. C'est la capacité qu'avait Rome, quand elle-même, Rome avait conquis la Gaule, quand elle arrive, elle récupère les peuples vaincus, elle les intègre à Rome, elle les chasse pas en fait. Ça, c'est vraiment ça, c'est là où vous avez vraiment bien compris Laurent Gbagbo. C'est-à-dire, en fait, c'est un monsieur qui est un système qui ne sait pas exclure. C'est pour ça que je suis étonné que les Ivoiriens l'aient combattu. Et je ne comprends pas, moi je ne suis pas Ivoirien, mais j'arrive pas à comprendre. Et ça, je voudrais que vous me donniez l'explication, peut-être au-delà de moi et tous mes amis français qui me suivent, comment un homme qui a une conception très romaine de l'armée, très romaine de l'armée, très romaine de la République, comment un homme comme ça, qui est pratiquement un génie politique, Laurent Gbagbo, qui a de la méthode, comment ça s'est fait que les Ivoiriens l'aient combattu? Au début, moi, mon hypothèse, et là vous me direz si j'ai raison ou pas, je me suis dit que peut-être que le FPI, comme le PPAC aujourd'hui, communique très mal sur Laurent Gbagbo, peut-être. J'en sais rien, ça c'est mon hypothèse. Mais selon vous, d'où vient cette haine contre un monsieur qui est pratiquement un génie politique en fait? La haine vient surtout on parle de communication, moi je ne parlerai pas de la communication du PPA ou du FPI, je parlais de la communication des autres, qui est une communication mauvaise, au sens mauvaise dans l'intérêt de Gbagbo, et qui est une communication extrêmement précise et organisée. Tous les gens du pouvoir en France et d'autres ont fait contre Gbagbo. On a fabriqué un Gbagbo qui n'existe pas, bien sûr, qui n'a rien à voir avec le monsieur qui est dans ce livre. Et là, je dirais que, par exemple, pour parler de Jules César, des militaires, mais prenez les militaires ivoiriens. Par exemple, au moment de 2002, le gars qui va signer le cessez-le-feu à Tébissou, c'est le colonel Mangou, qui est le Comter. Mangou est un ébrié, c'est pas un bêté. Vous prenez le chef d'état-major actuel de l'armée ivoirienne, le général Doumbia. À un moment donné, il y avait eu des problèmes avec lui et la haute hiérarchie du RDR. Et Doumbia a dit, mais vous savez, moi, on veut m'enlever peut-être, mais moi je sais qu'une chose, c'est que c'est Laurent Gbagbo qui m'a nommé général. Ah ouais. Il l'a dit un jour. Et Gbagbo avait nommé général Doumbia. Et j'ai plein d'exemples comme ça. On parlait de Malik Coulibaly. Malik Coulibaly, je l'ai connu dans le bureau de Nzi Paul David, directeur de cabinet du président, juste après le décès de Sarata Touré, qui était la directrice adjointe de cabinet, qui était une amie d'enfance de Gbagbo, qui était l'amie personnelle, puisqu'ils étaient à l'école ensemble, de Jeannette, que vous connaissez pour l'avoir interviewée, Jeannette Koudou. Et à son décès, Gbagbo dit à Nzi Paul David, il faut trouver un remplaçant. Nzi Paul David qui vient lui-même du PDCI, bien sûr, et que Gbagbo a nommé parce qu'il l'avait connu comme préfet PDCI de Korogo, et que pendant la campagne de 90, il est le seul préfet qui avait reçu le candidat Gbagbo, qui faisait sa tournée électorale, alors que tous les autres préfets disparaissaient dans la nature à l'arrivée de Gbagbo. Donc il a dit, vous êtes républicain, donc vous connaissez la République, donc vous allez diriger mon cabinet à la présidence. Il a dit, trouvez-moi un remplaçant. Et Nzi Paul David a trouvé un remplaçant, il me le présente dans le bureau, il dit, je te présente le docteur Malik Coulibaly, qui vient du PDCI, à la base, oui. Qui vient du PDCI, mais là il était au PDCI le jour où je l'ai rencontré, et qui va être le nouveau directeur qui remplace Sarata.
Et regardez où est Malik aujourd'hui. Oui. 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 C'est pas Babo qui a changé. Non. C'est pas C'est Babo. Malik qui a découvert Babo. C'est ça. Et il pense comme moi là-dessus. Bien sûr. Oui, Totalement. Oui. Et aujourd'hui, le nord de la Côte d'Ivoire, et en plus, il faut savoir pour l'opinion, même si les gens le savent peut-être, Malik Coulibaly est l'oncle biologique d'Amadou Gon, L'ancien Premier ministre de... l'ancien Premier ministre décédé. Et quand le père d'Amadou Gon, donc le frère de Malik, est décédé, c'est Malik qui a payé les obsèques et pas le fils. Ah ouais. Le tombeau à Korogo, Mhm. c'est Malik. Et Malik, c'est la descendance des Péléforo Coulibaly. C'est ça. C'est la vraie maison, entre guillemets, Coulibaly de Korogo. Absolument. Et c'est lui le chef. Ouais. Donc il y a deux aspects. Il y a un aspect politique et il y a un aspect historique, familial. Et donc les Korogolais et les gens du Tchologo en général, Malik Coulibaly, c'est le monsieur de Korogo aujourd'hui. Oui, effectivement. Et d'ailleurs, vous en parlez parce que, petite parenthèse sur Malik Coulibaly, moi quand je l'ai interviewé, j'ai eu des moments de séance de travail avec lui pour préparer l'émission. C'est quelqu'un de très noble, on sent dans le sang une forme de noblesse naturelle dans le sang. Et c'est quelqu'un de très méthodique, comme je vous l'ai dit au début. Et c'est ce qui m'a. D'ailleurs, c'est l'une des rares personnalités ivoiriennes qui me fascine, le docteur Issa Malik Coulibaly, parce que c'est quelqu'un de très méthodique. Et ça, c'est quelque chose que je note tout de suite. Je pense que Babo aussi, il a les flairs, choisit les gens pour travailler avec lui. Il a senti tout de suite avec vous quelque chose de l'autre, de l'intelligence, parce que c'est comme vous lui proposiez justement pour les ordures à Abidjan. Babo, il a le flair pour savoir qui est un homme qu'il faut et qu'il ne faut pas. Donc, je pense qu'il y a eu un faux procès contre Laurent Babo. Mais bon, voilà. Mais ça me permet aussi, je vais faire aussi la transition. Vous pourrez réagir comme vous voulez. On va revenir à l'actualité, au mouvement Trop c'est trop. Et vous avez publié un article quelques années plus tôt, bien avant qu'il y ait le mouvement Trop c'est trop. Et c'est là aussi une de vos qualités, c'est votre capacité de vision, de saisir les choses très loin. Donc, vous avez écrit un article. Je pense que c'était au moment où, avec le procès de la Cour pénale internationale à la fin, c'est le mot de trop c'est trop. Donc, je voudrais qu'on revienne là-dessus. Tout à l'heure, vous avez parlé, Babo, les jeunes disent donne le mot d'ordre, Babo ne donne pas de mot d'ordre parce qu'il a une méthode. Donc, ensemble, avec vous, on va revenir sur ce que l'article d'abord que vous avez écrit, trop c'est trop, à quelle occasion et dans quelles conditions, dans quelles circonstances vous écrivez cet article-là avant le mouvement Trop c'est trop. C'était en 2013. Ouais, 2013. Il y a du temps. C'était en juin 2013. Après les atermoiements de la chambre préliminaire de la Cour pénale. Vous savez qu'à la Cour pénale, il y a deux étapes. On fait d'abord ce qu'ils appellent confirmation des charges. La confirmation des charges avec une chambre préliminaire. Et si les charges sont confirmées, il y a le procès qui est mis en place par la suite. Et au cours des séances de la chambre préliminaire auxquelles j'ai assisté pour l'essentiel, il était évident que le dossier sonnait très creux. Et tellement creux que deux des juges, il y avait la présidente du jury était Madame Gourmandi, qui était une Argentine, comme le procureur Ocampo. Alors, on retrouvera toujours cette espèce de promiscuité entre Campo et les autres personnes dans la cour pénale. Il y avait un Allemand qui s'appelait Falk, je crois, et une Belge qui s'appelle Van den Wingart. Et la Belge et l'Allemand disent « Nous, on n'est pas pour confirmer les charges, donc Babo va être libéré. » Et Van den Wingart, à ce moment-là, Van den Wingart et l'Allemand, quand ils disent ça, le procureur leur dit « Écoutez, c'était Bensouda qui devenait procureur puisque Campo venait de partir, qui leur dit « Écoutez, c'est pas possible, etc. » Et à ce moment-là, ils disent « Ok, on vous donne 1 an pour sortir un dossier final qui soit présentable. Et là, j'ai écrit « Trop, c'est trop » parce que ça faisait 1 an, etc. Et je dis « On n'en peut plus dans cette affaire-là. » Et donc j'avais dit « Trop, c'est trop » à l'époque. C'est une expression qu'on dit souvent aussi en Afrique. Et cette histoire de cours préliminaire, c'est que l'année suivante, la chambre préliminaire a quasiment pas changé son analyse du dossier. Bensouda n'a rien rajouté de palpable. Et la Belge fait une opposition dissidente parce que l'Allemand se met du côté pour faire 2 contre 1 et envoyer Gbagbo. Mais le problème, c'est que l'Allemand,
qui s'appelait Knauf. L'Allemand était très malade à cette époque-là. Et on ne sait pas s'il a participé à la délibération ou si sa voix a été ajoutée à celle de la présidente. Et 15 jours après, il est décédé d'un cancer. Donc il est parti avec son secret. Et la Belge a fait une opinion dissidente dont j'ai mis les éléments dans mon livre, où elle explique par A plus B que le dossier ne tient pas et que s'il y a procès, la Cour pénale ne peut que le perdre. Une juge qui le dit dès 2013-2014. Et en fin juillet 2015, je rencontre Fatou Bensouda dans son bureau de la Cour pénale. J'avais obtenu un rendez-vous avec elle. Et je voyais Gbagbo le lendemain à la prison. Et je lui dis, Fatou, elle me reçoit très doctement. Et je lui dis, Fatou, tu vas perdre ton procès. Tu ne peux pas le gagner. Et on s'explique pendant 2 heures. Et elle a eu cette réaction qui m'a toujours un peu sidéré. Elle m'a dit, comme elle parlait un peu le français avec son accent anglais, je crois que je comprends, mais qu'est-ce que tu penses du cas de Simone? Donc là, elle me dit, bon, peut-être pour Gbagbo, ça ne peut pas passer, mais à ce moment-là, il me faut quelqu'un d'autre. On lui a donné un os, ça ne marche pas, il me faut autre chose. C'est le Moloch qui doit manger quelque chose. Et je dis, mais Simone, c'était la vice-présidente de l'Assemblée nationale, c'est une femme politique. Le président de la République, c'est Laurent Gbagbo. Si Laurent Gbagbo n'a rien fait, comment les autres peuvent avoir fait quelque chose? Restons sérieux. Et on connaît la suite. Alors, et le mouvement trop, c'est trop aujourd'hui? Quand les gens parlent de mots d'ordre, etc., il y a la méthodologie. Monter les marches. Les Anglais disent step by step. C'est exactement ça. Il faut monter les marches. On ne peut pas faire. En 2020, il y a eu. Les gens sont levés contre Ouattara. Ils ont fait un grand raout au stade. À Montano a voulu donner sa poitrine pour le pays. Et aujourd'hui, il est un homme lige de Ouattara. C'est des gens qui n'ont aucune valeur intellectuelle, qui n'ont aucune valeur morale. Quand on veut faire ce genre de choses, il ne faut pas se moquer du peuple. Il faut le faire au nom du peuple. Parce que si le peuple donne sa poitrine, c'est pas pour rien. Et c'est pas d'envoyer des slogans quand on est caché dans un bureau ou à l'étranger. C'est de voir comment les choses sont faisables. Et aujourd'hui, Gbagbo est en train de cristalliser tous les problèmes de la Côte d'Ivoire et de dire aux uns et aux autres. Et quand il dit dans son discours, même pas à Port-Bouillet, au PPA, après en disant, mais on vous a cassé votre nez, vous n'êtes pas de mon parti politique. C'est bien, parce que la démocratie, c'est ça, c'est chacun a ses idées. Mais au-delà des partis et des idées des uns et des autres, on vous enlève votre travail pour des raisons non valables. On vous casse votre maison, on vous augmente vos impôts. C'est plus un problème de politique politicienne, c'est un problème de survie, c'est un problème de société. Levez-vous. Bien sûr. Dites que vous êtes des êtres humains, que vous êtes des gens. Et la meilleure façon dans la démocratie, c'est d'aller voter et d'exprimer votre choix, que personne ne pourra vous enlever. Et le mot d'ordre, il vient au fur et à mesure. Mais il faut que les gens soient concernés et aient le sentiment que les gens qui parlent pour eux parlent vraiment pour eux et vont agir. Parce que les gens de 2020, la tête du petit Nguessan a roulé, mais aujourd'hui, les parents de Nguessan ont dit mon fils, ils ont joué au football avec sa tête et aujourd'hui, ils rigolent dans les palais. Donc, il faut être sérieux. C'est l'histoire du pays et c'est l'avenir du pays qui est en jeu. Et il faut des gens qui aient la capacité d'organiser, de gérer tout ça. On est loin des générations, on est loin de l'âge. Ça n'a rien à voir, oui, bien sûr. On est dans la capacité politique et méthodologique d'agir et de faire avancer les choses. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça prouve même que Laurent Gbagbo n'a pas pris une ride. N'a pas pris une ride. Pourquoi? Parce qu'il y a un texte de Laurent Gbagbo que vous citez dans votre livre, où il dit, je cite, une nation ne peut pas se construire sans ceux qui la composent. Donc il ajoute, et c'est ce que vous citez dans le livre, il faut que chaque Ivoirien prenne conscience de son rôle et de sa responsabilité. Et justement, en venant au mouvement Trop c'est trop, Laurent Gbagbo rejoint ce texte qu'il avait écrit, je crois que c'était Côte d'Ivoire pour une alternative démocratique, un truc comme ça. En fait, entre le mouvement Trop c'est trop de Laurent Gbagbo et ce texte qu'il a écrit dans les années 90, Laurent Gbagbo n'a pas pris une ride. Mais non, parce qu'il y a une continuité. C'est sa vision politique des choses. Tout ce qui... Il ne fait rien au hasard. Il ne fait rien au hasard. Il ne fait rien au hasard. Il sent les choses,
Il dit « Nous sommes pressés, avançons doucement C'est ça. ». Donnant du temps au temps. Ce n'est pas que lui qui l'a dit, mais lui il le dit vraiment et il le fait. Le temps est l'autre nom de Dieu. Et le temps est l'autre nom de Dieu. Mm. Et puis de temps en temps, il faut savoir donner des coups. Et il y a une phrase que j'aime bien de lui, qui dit « Quand on danse avec un aveugle, il faut lui marcher sur les pieds de temps en temps pour lui rappeler qu'il n'est pas seul dans la pièce. » C'est ça. Et là, il est en train de rappeler aux uns et aux autres qu'il ne faut plus s'amuser avec la Côte d'Ivoire. Effectivement. Et que la différence avec 2020, elle est fondamentale. Mhm. C'est qu'en octobre 2020, Laurent Gbagbo, il était à Bruxelles. Mhm. Aujourd'hui, il est à Abidjan. Ça change. Ça change tout. Complètement. En 2020, je sais, pour avoir été avec lui à Bruxelles, qu'il regardait. Et il a dit d'ailleurs, c'était une interview avec Denise Epoté, de TV5 Monde, et quand elle lui parle justement des mouvements de l'opposition qui se passent, il dit « Je suis de tout cœur avec eux ». Mais déjà au fond de lui-même, il sent que on a allumé un feu de paille. C'est ça. Parce que si on veut brûler la maison, c'est pas avec un petit peu. Faites un feu de paille dans une cheminée où il y a des grosses bûches, vous mettez quelques morceaux de paille, vous mettez une allumette, ça va faire une flamme de 10 secondes. Si vous mettez des petites bûches, vous mettez un peu de papier, vous faites plusieurs départs de feu. Vos grosses bûches, au bout de 10 minutes, c'est un magnifique feu. C'est ça qu'il faut faire. Oui, et c'est justement ça, c'est ce gros feu-là. Et moi, je le vois, ça c'est ma lecture, peut-être que je me trompe, vous êtes très aguerri dans la politique mieux que moi. Avec le mouvement Trop c'est trop, Gbagbo, en tant que stratège politique, on va assister dans les mois qui suivent à l'isolement de M. Ouattara. Oui, parce que ne nous trompons pas, quand je dis feu, c'est un feu démocratique. Un feu démocratique, bien sûr, on est d'accord. L'ADN de Laurent Gbagbo, ce n'est ni de près ni de loin. La violence. La violence, On est d'accord. c'est clair. Il a échappé à toutes les violences, par la grâce de Dieu, mais lui, il n'est pas pour la provoquer. Oui. On rappelle que c'est une image, c'est une métaphore que vous avez utilisée. C'est une métaphore, c'est pour dire il faut que le pays se lève. Et trop, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, le pays doit se... Et on voit aujourd'hui que M. Ouattara est très isolé. Oui, complètement. Par exemple, sa déclaration de candidature, Il ne peut pas le faire. Il dit au stade, où on aperçoit que ses conditions physiques sont déjà très précaires, à plusieurs moments dans le stade, qui est rempli de façon... disons, mécanique, par la grâce des autocars et des billets de banque, qui n'a rien à voir avec la politique. On sent bien que ce monsieur qui dit « Ah, je vais prendre ma disposition à telle date », il parle du 15 juillet. Mais depuis quelques jours, on est lundi, depuis vendredi soir, il séjourne en France jusqu'au 20-21 juillet. Donc il annoncerait sa candidature en tant que président de la République pour un 4e mandat illégal du fond d'un village français. Est-ce que les Ivoiriens peuvent admettre ça? Ouais. Moi, j'attends de voir. J'attends de voir. Ouais. En tout cas, monsieur Oudé, c'est vraiment, on arrive, c'est 1 heure qui sont passées, 1h30 qui sont passées comme ça d'une traite avec vous. C'est très intéressant. Le livre est magnifique. Vous donnez toutes les clés pour pouvoir comprendre la Côte d'Ivoire. Je pense que vous connaissez la Côte d'Ivoire. Et la connaissance que vous avez de la Côte d'Ivoire prouve l'amour que vous avez pour la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est la première des choses que je voudrais reconnaître chez vous, c'est que vous aimez profondément la Côte d'Ivoire. Au-delà de la personne de Laurent Gbagbo, vous aimez profondément la Côte d'Ivoire. Et ça se voit dans le livre que vous avez écrit. Il n'y a pas une seule ligne dans ce livre-là où on ne voit planer comme une forme de spectre l'amour que vous avez pour la Côte d'Ivoire. Ça, c'est la première des choses que je voulais relever. Avant de vous donner le mot de la fin, ça va se tourner autour d'une question. Je vous donne la latitude de répondre. Pourquoi il faudrait que Laurent Gbagbo soit le futur président de Côte d'Ivoire? Je vais peut-être me répéter, mais on a dit depuis le début cette forme de pont. Et si vous me permettez, je vais faire quelque chose d'un petit peu personnel. Ouais. Et puis c'est un hommage que je rendrai à mon père. En 2010, le président Gbagbo, c'est là aussi que c'est un homme de méthode, parce que dans les années 2005-2006, avant que je sois son conseiller, on parlait de choses et d'autres, et il me dit un jour, je pense qu'on est appelé à se revoir. Et on s'est revus. Et j'y avais parlé de mon père en disant, ma maman vient de décéder, elle avait été médecin en Côte d'Ivoire, et il me reste mon père qui est déjà très vieux, qui n'est pas venu en Côte d'Ivoire depuis 1976, à la naissance de ma première fille. Et j'aimerais bien qu'il revoie le pays avant de partir. Et il me dit, t'inquiète pas. Et en 2010, c'est-à-dire 4-5 ans après, Pierre Kipré, qui était l'ambassadeur de
de France, de Côte d'Ivoire en France, et qui présidait le comité du cinquantenaire, m'appelle et me dit Bernard, il faudrait que toutes les coordonnées de ton papa, parce qu'il sera l'invité d'honneur du président pour le cinquantenaire. Moi, je suis tombé de la chaise. Et en fait, il a fait venir mon père, il l'a logé à l'hôtel, je crois que c'était au Pullman, au plateau, et il dit Bernard, ton père reste le temps qu'il veut, etc. Il était resté une bonne semaine. Et le jour de la fête de l'indépendance, sur l'esplanade du palais présidentiel, il a remis des médailles, et mon père avait déjà été décoré par Houphouët-Boigny après les constructions des ponts d'Abidjan, et il l'a levé au grade de commandeur. Et au moment de lui mettre la cravate de commandeur, il s'exprime devant les gens qui étaient là, tous les invités, en disant « Vous connaissez peut-être pas ce monsieur, mais c'est le monsieur qui a construit les 2 ponts qui vous permettent d'aller du sud au nord de la ville sans vous mouiller. » Et puis il accroche la cravate à mon père. Et aujourd'hui, je revois cette image toujours, parce que Laurent Gbagbo, c'est le monsieur qui va permettre aux Ivoiriens de revenir à 2002 et de pouvoir arriver en 2026 pour reprendre la marche du pays. Et il faut toujours avoir en tête que l'épisode de 2002 jusqu'à 2010, Gbagbo a fait quand même des choses extraordinaires dans la période de crise. Le pays coupé en deux, il a quand même permis à la Côte d'Ivoire d'avancer. Il a fait l'accord de Ouagadougou. Il a fait une élection inclusive. Il m'a expliqué comment il avait demandé à Thabo Mbeki de faire en sorte que Ouattara soit candidat, etc. Il a pris des tas de dispositions. Donc quand on dit 2002, c'est presque 2010. Mais en fait, le 11 avril 2011, quand Gbagbo est arrêté, je suis invité à une télévision française, je crois que c'était BFM TV, et je leur dis, je ne sais pas si Gbagbo est déjà arrêté, on n'était que le 11 avril le matin, mais j'ai dit, il y a une chose qui est sûre, c'est que l'histoire, avec un grand H, rendra raison à Gbagbo. Oui. Et il a raison déjà. Et on y arrive. On y arrive, oui. On y arrive. Oui. Parce qu'il y a eu la CPI, c'était un passage. Le retour à Abidjan, c'est un autre passage. Les tentatives malsaines d'un gars comme Mafin Guessant sur le FPI, avec toutes les arrière-pensées qu'il peut y avoir là-dessus, et de faire le PPA dans la foulée en disant mais ils ont voulu nous arracher l'enveloppe, qu'ils gardent l'enveloppe, mais il n'y aura rien dedans. C'est ça. Et le FPI, c'est une enveloppe vide. Complètement. Donc tous ces actes posés par Gbagbo, et la dernière, l'histoire ne serait pas finie si Gbagbo ne redevenait pas président. C'est pas parce que... Moi j'ai dit au président, vous savez, en prison, déjà 2014-2015, je disais, président, vous sortirez d'ici et vous serez le futur président. Et il me disait, bon, on verra bien, etc. Parce que quand vous êtes dans la... C'est plus facile à dire pour le visiteur que pour le visité. Le prisonnier, oui, c'est ça. Bon. Et je lui disais ça, et on sentait que c'était possible. Je dis, moi, je ne fais pas ça ni pour l'argent, j'avais juste mon salaire de conseiller, ni pour un poste, etc., de devenir ministre de quoi que ce soit, ça ne m'intéresse pas. Le jour où le président est président, je vais au village, je lui dis, laissez-moi aller au village, je me serre au pied de l'arbre, comme on dit en Afrique, etc. Et là, j'ai dit une chose. J'ai dit, président, si vous êtes président, moi, je ferai qu'une chose, dans l'intérêt général. Je m'assois sur les marches du palais, et je dis, celui-là, il rentre pas. Il m'a attrapé les mains comme ça, il a souri, et puis il a fait un petit geste des yeux. J'ai très bien ce qu'il voulait, ce qu'il avait compris. Et c'est tout ce que je demande. C'est ça. C'est que la Côte d'Ivoire, l'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est avec des Ivoiriens et pas des petites gens qui veulent dans le sillage du président éventuellement. Aujourd'hui, Gbagbo est bien entouré. Ouais. Mais quand il va gagner, il y a beaucoup de gens qui vont vouloir arriver. C'est ça. Il faut savoir donner le recul et savoir là où est l'intérêt général, l'intérêt des populations. C'est de travailler pour ces gens-là. C'est ça. Et je pense que j'ai une confiance totale en ce que le président va travailler pour les Ivoiriens. C'est ça. Voilà. Hein, quand on voit Ouattara aujourd'hui,
et qui est braqué dans son système. Je l'ai dit dans un de mes articles, comme disait Nietzsche, c'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou. Et Absolument. aujourd'hui, Ouattara devient fou. C'est ça. La politique, c'est le doute permanent. C'est ça. Et c'est pour ça que Gbagbo réfléchit toujours, n'est jamais certain d'une chose. La seule chose dont je suis certain, moi, sur Gbagbo, c'est qu'il n'aura jamais en tête autre chose que l'intérêt général des Ivoiriens. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup, M. Oudin. Mesdames et messieurs, on arrive au terme de cet entretien absolument passionnant autour de ce livre magnifique, Gbagbo, un homme, un destin. Je conclurai en disant que lorsque moi je suis sorti de la lecture de ce livre, je me suis dit, soit Gbagbo est un homme exceptionnel, soit les Ivoiriens sont un peuple chanceux. Vous savez, les Grecs avaient 3 façons de nommer le temps. Est-ce qu'on appelle le chronos, donc c'est le temps linéaire, lundi, mardi, mercredi, jeudi, ce qu'on appelle le chronos. Et puis, la deuxième façon pour les Grecs de nommer le temps, c'est l'aion, A-I-O-N. C'est ce qu'on appelle le temps cyclique, c'est le retour du même. Par exemple, là, nous sommes au mois de juillet, juillet reviendra. Nous sommes en été, l'été reviendra. Nous sommes lundi, lundi reviendra. Et à l'intérieur de ces 2 temps, l'aion, le temps cyclique, et chronos, le temps linéaire, il y a un troisième temps qu'on appelle le kairos. Et le kairos, il est représenté chez les Grecs par un dieu, un petit dieu de 20 cm avec une houppette. Et ce dieu-là, le kairos, c'est le temps des opportunités, c'est le temps des synchronicités. Il y a eu, quand vous sortez du livre de Bernard Oudin, il y a eu un rendez-vous manqué avec Laurent Gbagbo à partir de 2002 avec la rébellion. C'est comme si, avec sa sortie de la CPI, celles et ceux qui aiment les symboles, qui aiment lire les signes comme autrefois on lisait les signes de l'univers, c'est un signe pour les Ivoiriens pour dire ce que vous avez raté en 2002, vous pouvez l'expérimenter à nouveau en 2025 avec Laurent Gbagbo. Monsieur Oudin, je vous remercie. Merci et pour votre à très invitation. bientôt pour une autre émission.